Hier matin, mon fils Ryan m'a appelé, la voix brisée par la panique. Maman, pourquoi toutes les cartes sont refusées? Ma belle-mère et moi, on n'a pas pu payer le déjeuner au restaurant. Les gens se moquent de nous. Son désespoir m'a rempli d'une satisfaction que je n'aurais jamais cru ressentir envers mon propre enfant. Mais pour comprendre pourquoi j'en suis arrivée là, je dois vous raconter ce qui s'est passé la veille au soir, quand ma belle-fille, Dana, a décidé de m'humilier devant toute la famille. J'ai 68 ans et depuis quelques années, depuis que je suis veuve, je suis devenue le distributeur automatique personnel de mon fils et de sa femme. Chaque caprice, chaque envie, chaque dépense inutile sortait de mes économies. Mais hier, alors que je servais du café dans ma propre maison, Dana s'est tournée vers ses amis venus lui rendre visite et a laissé échapper les mots qui allaient tout changer à jamais. Cette vieille femme ne sert qu'à payer nos factures. Mon fils, Ryan, au lieu de me défendre, a éclaté de rire, comme s'il venait d'entendre la blague la plus drôle du monde. Je suis restée là, cafetière à la main, à les regarder se moquer de moi dans mon propre salon. Mes mains tremblaient, mais pas de tristesse. Elles tremblaient d'une rage froide que je n'avais jamais ressentie auparavant. Parce qu'à cet instant, j'ai compris quelque chose que je refusais de voir depuis des années. Pour eux, je n'étais pas une mère, je n'étais pas une belle-mère, je n'étais même pas une personne. J'étais juste un compte bancaire sur pattes. Pendant 10 ans, j'ai été leur salut financier. Quand Ryan a perdu son emploi, j'ai payé son loyer pendant 8 mois. 800 $ par mois prélevés sur ma pension sans qu'il fasse le moindre effort pour chercher un vrai travail. Quand Dana a voulu renouveler toute sa garde-robe parce qu'elle devait avoir l'air professionnel, c'était 3 000 $ sur ma carte de crédit. Quand ils ont voulu partir en vacances à Hawaï, parce qu'ils le méritaient après tant de stress, encore 5 000 $ ont disparu de mes économies. Ils ne m'ont jamais invitée à ces vacances. Bien sûr, j'étais assez bonne pour payer, mais pas pour les accompagner. C'est un voyage romantique, maman, me disait Ryan chaque fois que je laissais entendre que j'aimerais voir l'océan. Tu comprends, hein? Et moi, comme l'idiote que j'ai été pendant des années, je comprenais toujours. Je payais toujours. Je me taisais toujours, pendant qu'ils vivaient la vie que je finançais. La goutte d'eau a eu lieu il y a 3 mois, quand Dana a décidé qu'elle avait besoin d'une nouvelle voiture. Celle qu'on a devient trop vieille, Georgia, m'a-t-elle dit de cette voix sirupeuse qu'elle prenait quand elle voulait quelque chose de cher. Et puis, si on veut avoir des enfants bientôt, il nous faut quelque chose de plus sûr. Un acompte de 15 000 $. 15 000 $ qui représentaient 2 ans de mes économies. Mais j'ai payé, comme toujours, parce que c'était pour le bien de la famille. Mais hier, après avoir entendu ces mots venimeux, après avoir vu mon propre fils rire de moi, quelque chose dans mon cœur a changé pour toujours. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas de tristesse, mais d'une lucidité brûlante. Je me suis levée à 3 heures du matin, j'ai allumé mon ordinateur et j'ai commencé à prendre des décisions que j'aurais dû prendre depuis longtemps. D'abord, j'ai annulé toutes les cartes supplémentaires qu'ils avaient à mon nom.
chacune des 5 cartes qu'ils utilisaient comme si elles leur appartenaient. Ensuite, j'ai fermé le compte d'épargne commun où je déposais de l'argent chaque mois pour des urgences qui n'étaient jamais de vraies urgences, mais plutôt des additions de restaurants hors de prix et des vêtements de créateurs. J'ai aussi changé tous les mots de passe de mes comptes bancaires et retiré leurs noms de mes virements automatiques. À 6 heures du matin, quand j'ai eu fini, je me suis servi un café et je me suis assise dans mon fauteuil préféré. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix. Je savais que bientôt, mon téléphone sonnerait et qu'à l'autre bout, il y aurait mon fils, désespéré, humilié, exigeant une explication. Et j'étais prête à la lui donner. Le téléphone a sonné à 9h15 exactement. J'étais dans ma cuisine, en train de savourer mon 2e café de la journée, quand j'ai vu le nom de Ryan s'afficher à l'écran. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé sonner 3 fois de plus, en savourant ce moment de pouvoir que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. Quand j'ai enfin décroché, sa voix était désespérée, presque hystérique. « Maman, pourquoi toutes les cartes sont refusées? Je suis au Crestview Grill avec la mère de Dana. On voulait déjeuner et fêter son anniversaire, mais aucune carte ne marche. C'est humiliant. Les gens nous regardent. Le serveur s'impatiente et je n'ai pas assez de liquide pour payer une note de $200. Qu'est-ce qui se passe? » L'ironie était délicieuse. Ils avaient choisi le Crestview Grill, le restaurant le plus cher de la ville, pour impressionner la mère de Dana. Le même endroit où je n'avais jamais été invitée, malgré le fait que j'avais payé des dîners de famille là-bas pendant des années quand ils y allaient sans moi. Maintenant, ils étaient là, entourés de la haute société qu'ils voulaient désespérément impressionner. Et ils ne pouvaient même pas payer un seul plat. « Bonjour, Ryan », ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise moi-même. Les cartes sont annulées parce que j'ai décidé que je ne financerai plus votre train de vie. Quoi? Tu es folle? On est en public. La mère de Dana est là. Comment tu veux que j'explique que ma propre mère m'a laissé tomber comme ça? C'est ridicule. Ce qui est ridicule, mon fils, c'est de t'avoir entendu rire hier, quand ta femme a dit que je ne servais qu'à payer vos factures. Ce qui est ridicule, c'est de réaliser que depuis 10 ans, on me traite comme un distributeur automatique, au lieu de me traiter comme ta mère. Un long silence a suivi. J'entendais des voix en arrière-plan, probablement Dana et sa mère, qui se demandaient ce qui se passait. Le serveur devait attendre le paiement, et les autres clients commençaient sans doute à remarquer la gêne. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça maintenant. On peut en parler plus tard, mais j'ai besoin que tu réactives les cartes. Juste pour aujourd'hui, je te promets. » Je l'ai coupé. Plus de promesses, Ryan. Plus de « juste pour aujourd'hui ». Depuis 10 ans, j'entends les mêmes promesses. Depuis 10 ans, je suis votre solution facile à tout. Mais hier, j'ai appris quelque chose d'important. Tu ne me respectes pas.
Tu ne m'apprécies pas et tu ne m'aimes certainement pas comme je t'ai aimé. Ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'on t'aime. Dana plaisantait. Tu sais comment elle est. Je sais parfaitement comment elle est, Ryan. Et je sais parfaitement comment tu es. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Je l'entendais respirer lourdement. J'imaginais la tension qui montait au restaurant à chaque minute. Sa belle-mère avait sûrement compris que quelque chose n'allait pas, que la carte dorée qu'il utilisait pour impressionner ne passait pas. Maman, s'il te plaît, on ne peut pas rester là. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on fasse la vaisselle? On appelle la police? C'est humiliant. Maintenant tu sais ce que j'ai ressenti pendant des années, ai-je répondu. La différence, c'est que tu as 35 ans et que tu devrais être capable de régler tes propres problèmes. Tu es malade? Tu te sens bien? Ce n'est pas toi, maman. Tu n'as jamais été aussi cruelle. Cruelle? Ce mot m'a frappé comme une gifle. J'étais cruelle après des années de sacrifice, de privation. Je voulais leur donner tout ce qu'ils demandaient, après avoir travaillé jusqu'à 65 ans pour m'assurer qu'ils auraient un héritage convenable, après avoir été laissés seuls à chaque Noël pendant qu'ils voyageaient avec mes cadeaux en argent. Cruelle, c'était de rire de moi hier, ai-je dit avec une froideur que je ne me connaissais pas. Cruelle, c'était de me traiter comme si j'étais invisible pendant des années, sauf quand vous aviez besoin d'argent. Cruelle, c'était de me faire sentir que ma seule valeur comme mère et comme personne, c'était mon compte en banque. Maman, Dana ne le pensait pas comme ça. Dana a dit exactement ce qu'elle pensait, et toi, tu étais d'accord. Vous avez tous les deux très clairement montré quelle était ma place dans vos vies. J'entendais des voix plus fortes derrière lui. Dana demandait ce qui se passait. Sa mère commentait quelque chose que je ne distinguais pas, mais qui sonnait agacé. Le serveur avait probablement déjà apporté l'addition et attendait avec cette patience forcée qu'ils prennent quand ils sentent qu'il y a un problème. Écoute, maman, je comprends que tu sois fâchée, mais ce n'est pas la bonne façon de gérer ça. On peut s'asseoir et parler comme des adultes, mais là, tout de suite, j'ai besoin que tu m'aides. Juste une dernière fois, et après, on changera les choses. Juste une dernière fois. J'ai ri, et mon rire m'a paru étrange, amer. Tu sais combien de fois j'ai entendu cette phrase? Tu sais combien de dernières fois j'ai financé ces 10 dernières années? Mais maman, non, Ryan, pas cette fois. Cette fois, tu vas devoir trouver une autre solution. Vous avez des emplois, vous avez des amis, vous avez des beaux-parents. Débrouille-toi. Comment on va expliquer à la mère de Dana que ma propre mère nous a abandonnés dans un restaurant? Comment je vais faire face aux gens qui nous connaissent? Tout le monde va en parler. Et voilà, la vérité nue. Il ne s'inquiétait pas de réparer notre relation. Il ne réfléchissait pas à la façon dont il m'avait traité.
Il ne pensait qu'à son image, à sa réputation, à ce que les gens allaient dire, comme toujours. C'est ton problème à résoudre, mon fils. Pendant des années, je me suis inquiétée de ton image, de ton confort, de ton bonheur. Maintenant, c'est à moi de m'inquiéter du mien. Tu ne peux pas faire ça. Tu es ma mère. Exactement. Je suis ta mère, pas ton employé. Je suis ta mère, pas ta banque personnelle. Je suis ta mère, pas ta bouée financière. Et en tant que mère, j'aurais dû t'apprendre depuis longtemps à tenir debout sur tes propres jambes. Un autre silence, plus long. Cette fois, je sentais son désespoir à travers le téléphone. Il faisait sûrement des calculs, pensait à qui il pouvait appeler, à comment se sortir de là sans perdre complètement la face. Maman, s'il te plaît. Dana pleure. Sa mère demande dans quelle famille on vit. Le serveur nous a déjà demandé 3 fois si tout allait bien. Par pitié. Pitié. Un autre mot qui m'a fait trembler. Où était leur pitié quand je restais éveillée tard pour calculer comment payer leurs dépenses en plus des miennes? Où était leur compassion quand je me privais d'acheter de nouveaux vêtements pour leur donner de l'argent pour leurs caprices? La pitié se mérite au fil des années, Ryan. Et vous l'avez perdue hier. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient un peu, mais pas de peur ni de tristesse. Elles tremblaient d'adrénaline, d'un sentiment de pouvoir que je n'avais pas connu depuis des décennies. Pour la première fois depuis des années, j'avais mis mes besoins en premier. Pour la première fois depuis des années, j'avais dit non. Pendant les 30 minutes suivantes, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. D'abord Ryan, puis Dana, puis un numéro que je ne reconnaissais pas, que j'ai supposé être celui de la mère de Dana. Chaque appel que je rejetais me donnait plus de force, plus de conviction que je faisais ce qu'il fallait. Je me suis servi un autre café et je me suis assise sur ma terrasse, en profitant du silence qui m'avait tant manqué. Mais le calme n'a pas duré. À 11 heures, j'ai entendu le bruit sans équivoque de la voiture de Ryan qui entrait dans mon allée. La voiture que j'avais aidé à payer, bien sûr. 2 portières ont claqué et j'ai entendu des pas pressés se diriger vers ma porte d'entrée. Les coups ont commencé aussitôt, fort, insistants. « Maman, ouvre la porte, on doit parler. » La voix de Ryan sonnait différemment, plus désespérée, mais aussi plus agressive. « Je sais que tu es là, ta voiture est dans l'allée. » Je n'ai pas bougé. Je suis restée assise sur ma terrasse arrière, invisible depuis l'entrée, en regardant les oiseaux venir au mangeoir que j'avais installé l'an dernier. C'était drôle, comme les petits plaisirs de la vie prenaient un autre sens quand on retrouvait enfin la paix d'esprit pour les apprécier. Georgia. Maintenant, c'était la voix de Dana, tranchante, exigeante. On sait que tu es là. Arrête de faire l'enfant et viens nous affronter. Nous affronter, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Comme si c'était moi qui devais des explications
après des années d'abus financiers et émotionnels. L'ironie était si absurde que ça m'a presque fait rire. Les coups se sont intensifiés. J'entendais qu'ils utilisaient leurs pieds maintenant, pas seulement leurs poings. Ma porte d'entrée, la porte en chêne que mon défunt mari avait installée avec tant de soin, était martelée comme si c'était l'entrée d'un bar clandestin. « C'est ridicule !» a crié Dana. « Tu nous as fait passer pour des mendiants devant tout le monde. » La mère de Ryan a dû payer notre déjeuner. Une femme de 70 ans a dû sortir de l'argent de son sac parce que sa belle-fille est une folle. Ah, voilà ce qui s'était passé. La mère de Dana les avait sauvés. J'ai imaginé la scène. Ryan en sueur, essayant d'expliquer pourquoi aucune carte ne passait. Dana inventant des excuses pitoyables. Et finalement, la femme âgée, obligée de les tirer d'affaire. L'humiliation devait être exquise. « Maman, s'il te plaît !» La voix de Ryan était au bord des larmes. « Les gens parlent déjà. » Tout le restaurant nous regardait. Certains ont même sorti leur téléphone. Ça va finir sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, bien sûr. C'était leur plus grande inquiétude. Pas le fait qu'ils avaient blessé leur mère, pas la prise de conscience qu'ils avaient dépassé une limite. Ils ne pensaient qu'à leur image publique, à leur réputation dans ces cercles où ils aimaient afficher le mode de vie que je finançais. Les coups ont cessé un instant, mais j'entendais leur voix se disputer à voix basse, furieuse. Ils décidaient probablement de leur prochaine stratégie. Je connaissais Dana assez bien pour savoir qu'elle avait tout un arsenal de manipulations émotionnelles. Et Ryan avait appris d'elle au fil des ans. « Georgia !» Le ton de Dana a changé complètement. Maintenant, il était doux, presque sucré. « Je sais que tu es fâchée, et tu as tout à fait le droit de l'être. Peut-être que ce que j'ai dit hier sonnait mal, mais tu sais que je ne le pensais pas. Je plaisantais juste avec mes amis. Tu sais comment on est entre femmes. Parfois on dit des choses sans réfléchir. » C'était fascinant de l'entendre changer de personnalité en quelques secondes. De la femme furieuse qui criait et donnait des coups dans ma porte, elle s'était transformée en belle-fille compréhensive qui n'avait commis qu'une petite maladresse. Maman. Maintenant, c'était Ryan, avec le même ton doux. Je comprends qu'on t'ait blessé. Dana m'a expliqué ce qui s'est passé hier. Et tu as raison d'être fâchée. Mais refuser les cartes, ça ne résout rien. Ça ne fait qu'empirer les choses pour tout le monde. Pour tout le monde. Pas pour moi, bien sûr. Pour eux. Pour leur confort. Pour leur mode de vie. Mon bien-être émotionnel n'entrait toujours pas dans l'équation. S'il te plaît, maman, on peut arranger ça. On peut changer. La voix de Ryan s'est légèrement brisée. Mais j'ai besoin que tu réactives les cartes aujourd'hui. J'ai des factures à payer. L'assurance de la voiture est due demain. Et Dana a des rendez-vous médicaux cette semaine. On ne peut pas se retrouver sans argent comme ça, du jour au lendemain. Sans argent, comme si c'était leur argent.
comme si j'étais responsable de leur assurance, de leurs rendez-vous médicaux, de leurs dépenses d'adultes indépendants. À ce moment-là, j'ai compris avec une clarté cristalline qu'ils ne voyaient vraiment pas la différence entre mon argent et le leur. Dans leur esprit, mes économies étaient une ressource familiale, pas le fruit de décennies de travail et de sacrifices d'une femme qui avait déjà payé son dû dans la vie. Georgia, réfléchis à ce que tu fais, a repris Dana, désormais d'un ton moins inquiet, presque maternel. Que vont penser les gens s'ils apprennent que tu as coupé les vivres à ton propre fils? Qu'est-ce qu'on dira à l'Église? Qu'est-ce que la famille va penser? L'Église, la famille. C'était toujours la même chose avec elle. Utiliser ma réputation, mes relations, mon image comme levier émotionnel. Comme si ma valeur dépendait de l'opinion des autres. Comme si ma dignité comptait moins que ce que penseraient des gens qui, probablement, ne savaient même pas comment ils me traitaient en privé. « Écoute, maman, » a repris Ryan, plus sérieux, plus adulte. Je comprends que tu veuilles qu'on change certaines choses. On peut parler de limites, de mieux gérer les finances familiales. Mais ce n'est pas la bonne méthode. C'est de la manipulation émotionnelle. Manipulation émotionnelle. Les mots ont résonné dans ma tête comme une gifle. C'était moi qui manipulais émotionnellement. Après des années de chantage subtil, d'être culpabilisée chaque fois que j'hésitais à leur donner de l'argent. Après qu'ils aient utilisé mon amour maternel pour vider mon compte en banque. La projection était si évidente que ça m'a presque fait rire. Les coups ont repris, mais plus espacés, moins agressifs. Ils comprenaient que la force brute ne marchait pas. Je les entendais s'éloigner, sans doute faire le tour de la maison, pour essayer de m'apercevoir par une fenêtre. « Georgia !» Dana criait près de ma fenêtre latérale. « On a vu ton ombre. On sait que tu es là. Arrête de te cacher comme une lâche. » Lâche. Voilà la vraie Dana. Celle qui ressortait quand les manipulations douces échouaient. La femme qui m'avait appelée cette vieille femme la veille, qui avait transformé ma générosité en sujet de moquerie, qui avait appris à mon fils à me voir comme une ressource plutôt que comme une personne. Je me suis levée et j'ai marché lentement jusqu'à la fenêtre d'où elle criait. J'ai tiré le rideau juste assez pour qu'elle me voie, et nos regards se sont croisés à travers la vitre. Son expression a changé immédiatement, de la fureur au soulagement, puis à ce sourire faux que je connaissais si bien. « Te voilà !» s'est-elle exclamée, comme si elle venait de retrouver un enfant perdu. « Allez, ouvre la porte et parlons en famille. » Je l'ai regardée droit dans les yeux un long moment, avec un calme étrange. Puis, très lentement, j'ai refermé le rideau. J'ai entendu son cri de frustration, suivi de nouveaux coups sur la fenêtre. Mais cette fois, je n'ai pas bronché. Je suis retournée sur ma terrasse arrière et je me suis rassise. Le téléphone a recommencé à sonner, mais je l'ai mis en silencieux. Pour la première fois depuis des années, ma maison m'appartenait vraiment. Les cris et les coups ont continué encore 1 heure.
puis ont peu à peu perdu en intensité. Depuis ma terrasse, j'entendais des bribes de leurs conversations frustrées, leurs plans désespérés pour me faire changer d'avis. Dana a proposé d'appeler un serrurier pour forcer la porte, mais Ryan lui a rappelé que ce serait une effraction. Même désespéré, il ne voulait pas risquer de vrais ennuis juridiques. Finalement, j'ai entendu les portières claquer et le moteur s'éloigner. Mais je savais que ce n'était pas fini. Je connaissais assez Dana pour savoir qu'elle préparait déjà son prochain coup. Probablement plus élaboré, plus émotionnel. Je ne me trompais pas. À 15 heures, mon téléphone a recommencé à sonner avec des numéros inconnus. D'abord, c'était la mère de Dana, d'une voix polie mais ferme. « Georgia, ma chère, je pense qu'il y a eu un malentendu. Dana m'a raconté ce qui s'est passé, et je suis sûre qu'on peut régler ça comme des adultes civilisés. » J'ai raccroché sans répondre. Puis c'était ma sœur, Hélène, qui vit dans un autre État et avait manifestement reçu une version fortement retouchée des événements. « Georgia, Ryan m'a appelé, très inquiet. Il dit que tu agis bizarrement et que tu les as laissés en plan dans un restaurant. Tu vas bien? Tu es malade? » « Je vais parfaitement bien, Hélène, » ai-je répondu. « Mieux que jamais même. » « Mais je ne comprends pas. Ryan dit que tu as annulé toutes leurs cartes sans prévenir. Ça ne ressemble pas à la Georgia que je connais. Tu as toujours été si généreuse avec ta famille. Peut-être que c'était ça le problème, ai-je dit. Peut-être que j'ai été trop généreuse, trop longtemps. Mais Georgia, c'est ta famille. Dana dit que tu les punis pour une blague innocente. Tu peux sûrement t'asseoir et en parler. Une blague innocente. C'était impressionnant comme Dana avait réécrit l'histoire en quelques heures. Ce qui avait été une humiliation cruelle devant des invités était devenu une blague innocente que j'avais mal comprise parce que j'étais trop sensible. Hélène, est-ce que tu t'es déjà sentie comme un distributeur automatique pour tes enfants? Ai-je demandé franchement. Quoi? Non. Pourquoi tu demandes ça? Parce que c'est exactement ce que je suis pour Ryan et Dana. Et hier, je l'ai enfin compris. Georgia, tu exagères. Les parents aident toujours leurs enfants. C'est normal. Est-ce normal de payer le loyer de ton fils adulte pendant des années? Est-ce normal de financer leurs vacances pendant que tu restes seule à la maison? Est-ce normal qu'ils se moquent de toi parce que tu es généreuse? Hélène s'est tue un moment. Bon, peut-être qu'ils ont un peu profité de ta générosité. Mais tout couper d'un coup, c'est très drastique. Tu sais ce qui est drastique, Hélène? Travailler jusqu'à 65 ans pour garantir un héritage convenable à ton fils et découvrir qu'il est déjà en train de le dépenser alors que tu es encore en vie. Après cette conversation, j'ai décidé de débrancher le téléphone fixe. J'ai mis mon portable en mode avion. J'avais besoin de silence pour tout assimiler.
pour planifier mes prochaines étapes. Ce soir-là, en préparant mon dîner pour moi seule, pour la première fois depuis des mois, sans l'angoisse d'attendre des appels réclamant de l'argent, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne me sentais pas coupable. Toute ma vie, on m'avait appris à me sentir coupable quand je ne répondais pas aux besoins des autres, surtout de ma famille. Mais cette fois, cette culpabilité familière n'était pas là. À la place, je ressentais quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Une clarté mentale. C'était comme si j'avais vécu dans un brouillard émotionnel et que je voyais enfin clairement. Chaque décision prise ces 10 dernières années défilait dans mon esprit comme un film, et je distinguais des schémas que je n'avais pas voulu reconnaître. Les cycles étaient toujours le même. Ryan ou Dana venaient me voir avec un problème financier temporaire. Je résistais d'abord. Ils exerçaient une pression émotionnelle. Juste cette fois, on est désespéré. Qu'est-ce que les gens vont penser? Je finissais par céder. Ils réglaient leurs problèmes immédiats. Et quelques semaines plus tard, un nouveau problème temporaire apparaissait. Il n'y avait jamais de vrai plan de remboursement, jamais de reconnaissance sincère de mon sacrifice, et certainement jamais une invitation à partager les bénéfices de ma propre générosité. Je payais leurs vacances, mais je n'étais pas invitée. Je finançais leurs dîners dans des restaurants chics, mais je mangeais seule chez moi. Je couvrais leurs frais médicaux, mais personne ne me demandait comment j'allais. Je suis allée dans mon bureau, où je gardais tous mes documents financiers. Il était temps de faire les vrais calculs pour comprendre combien j'avais dépensé pour eux. J'ai sorti mes relevés bancaires des 5 dernières années et j'ai commencé à additionner. Le chiffre était accablant. 86 000 $. 86 000 $ en 5 ans. Et ça ne comptait même pas les années précédentes, où je ne tenais pas des registres aussi détaillés. C'était plus de la moitié de ma pension totale, plus que ce que beaucoup de gens gagnent en 2 ans. Mais le plus douloureux, ce n'était pas la somme. C'était de réaliser qu'en échange de ces 86 000 $, je n'avais reçu que moquerie, indifférence, et ce traitement qui me réduisait à une obligation plutôt qu'à une bénédiction. En examinant les chiffres, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait trembler de rage. Ils utilisaient une de mes cartes pour des services de streaming premium, des abonnements à des salles de sport coûteuses et des magazines dont je n'avais même pas connaissance. De petites sommes mensuelles qui, additionnées, représentaient des centaines de dollars par an. De l'argent prélevé automatiquement sur mon compte pour payer des luxes dont je ne profitais jamais. Cette nuit-là, j'ai pris une autre décision importante. J'ai sorti mon testament du classeur et je l'ai relu attentivement. Je l'avais rédigé 5 ans plus tôt, quand je croyais encore que je sécurisais l'avenir d'une famille
aimante et reconnaissante. Ryan était l'unique bénéficiaire de tout. La maison, les comptes d'épargne, les investissements, tout. Mais maintenant, je voyais ce testament avec d'autres yeux. Pourquoi laisserais-je tout mon patrimoine à quelqu'un qui en avait déjà dépensé plus de la moitié pendant que j'étais encore en vie? Pourquoi récompenser d'un héritage quelqu'un qui m'avait traité comme une ressource plutôt que comme une mère? J'ai décidé que le lendemain, j'appellerais mon avocat pour prendre rendez-vous. Il était temps de faire de grands changements dans ma planification successorale. Si Ryan voulait me traiter comme une banque, alors il devrait se contenter des intérêts, pas du capital. Je me suis couchée ce soir-là avec un sentiment étrange, mais libérateur. Pour la première fois depuis des années, j'avais pris des décisions basées uniquement sur mon propre bien-être. Pour la première fois depuis des années, je ne restais pas éveillée à m'inquiéter des problèmes financiers d'autres adultes. J'ai mieux dormi que depuis des mois. Le lendemain, je me suis réveillée avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était vendredi, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais des projets qui ne consistaient pas à résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre. D'abord, j'appellerai mon avocat. Ensuite, j'irai à la banque pour faire d'autres changements. Et peut-être, juste peut-être, je m'achèterai quelque chose de bien avec l'argent que je dépensais d'habitude pour les caprices des autres. J'ai rebranché le téléphone fixe pendant que je préparais le petit déjeuner. Comme prévu, j'avais 14 messages sur le répondeur. Je les ai écoutés en buvant mon café et chacun confirmait que j'avais pris la bonne décision. Message 1. Dana, d'une voix larmoyante. Georgia, c'est Dana. Je sais que tu es fâchée, mais s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Ryan n'a pas dormi de la nuit. Il est tellement inquiet pour toi. Il dit qu'il ne t'a jamais vu comme ça. Rappelle-nous, s'il te plaît. Message 2. Ryan, désespéré. Maman, j'ai besoin de te parler. Je suis allée à la banque ce matin et ils m'ont dit que tu avais fermé le compte où tu déposais de l'argent pour nos urgences. Pourquoi tu ferais ça? Ce compte était pour nous deux. C'était fascinant de voir qu'il continuait à parler de mon argent comme de notre argent. Ce compte n'avait jamais été pour nous deux. C'était mon argent que je mettais de côté pour leurs soi-disant urgences, qui finissaient invariablement en vacances, vêtements chers ou restaurants. Message 3. Hélène encore. Georgia, Ryan m'a rappelé. Il dit que tu as aussi fermé un compte d'épargne. Tu es sûre de ce que tu fais? Tu ne penses pas que tu es un peu radical? Les messages suivants suivaient le même schéma. Une fausse inquiétude, des questions sur ma santé mentale et des « s'il te plaît » déguisés en conseils. Mais le message numéro 11 a attiré mon attention. Il venait d'un numéro inconnu, mais la voix m'était familière. Madame Whitlock, c'est Oscar, le cousin de Dana, le mari de sa cousine. Écoutez, je sais qu'on se connaît peu, mais Dana m'a demandé de vous appeler. Elle est très inquiète.
parce qu'elle dit que vous agissez de façon très étrange. En tant qu'homme, je pense que parfois les femmes compliquent les choses plus que nécessaire. Pourquoi vous ne pardonnez pas et n'oubliez pas? La famille, c'est le plus important. La famille, c'est le plus important. Quelle philosophie commode quand il s'agit de maintenir un statu quo qui les arrange. Je me suis demandé si Oscar serait aussi prêt à pardonner et à oublier si quelqu'un se moquait de lui devant sa famille, tout en vidant son compte en banque. À 9h pile, j'ai appelé le cabinet d'avocats où j'avais fait mon testament. La secrétaire m'a dit que M. Coleman avait une annulation et pouvait me recevoir le même après-midi à 14h. Parfait. Puis j'ai appelé la banque et j'ai demandé un rendez-vous avec le directeur pour passer en revue tous mes comptes et mettre en place d'autres mesures de sécurité. Je voulais aussi m'assurer que Ryan n'ait accès à aucune information sur mes finances. Alors que je m'apprêtais à partir, la sonnette a retenti. Un instant, j'ai cru que c'était encore Ryan et Dana. Mais quand j'ai regardé par le Judas, j'ai vu ma voisine, Lucie, sur le perron. Lucie était une femme de 62 ans, veuve depuis 2 ans, avec qui je bavardais parfois par-dessus la clôture du jardin. J'ai ouvert la porte, intriguée. Lucie n'était jamais venue officiellement me rendre visite. « Bonjour, Georgia », a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. « J'espère ne pas te déranger, mais j'ai entendu beaucoup de bruit et de cris hier, et je voulais m'assurer que tu allais bien. » Je l'ai invitée à entrer et je lui ai servi du café. C'était rafraîchissant d'avoir quelqu'un chez moi qui n'était pas là pour demander de l'argent ou me manipuler émotionnellement. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé avec une vraie inquiétude. « Hier, j'ai vu ton fils et ta belle-fille rester ici pendant des heures, à crier et à frapper à la porte. J'étais sur le point d'appeler la police. » Je lui ai raconté toute l'histoire. Pas les détails intimes, mais suffisamment pour qu'elle comprenne. Lucie a écouté sans m'interrompre, hochant parfois la tête avec une expression de compréhension. « Georgia », a-t-elle dit quand j'ai fini, « je dois t'avouer quelque chose. Depuis des années, j'observe la façon dont ils te traitent quand ils viennent. Je les ai vus arriver en voiture neuve, habillés avec des vêtements coûteux, parlant sur les derniers téléphones. Pendant ce temps, toi, tu conduis toujours la même voiture d'il y a 10 ans et tu fais tes courses dans des magasins discount. » Ces mots m'ont frappée parce que c'était la confirmation extérieure de quelque chose que je refusais de reconnaître. D'autres voyaient l'évidence que je m'étais obstinée à ignorer. Mais ce qui m'a le plus marqué, a poursuivi Lucie, c'est que je ne les ai jamais vus faire quoi que ce soit pour toi. Je ne les ai jamais vus t'aider avec tes courses, réparer quelque chose chez toi, ou simplement venir te voir sans que ce soit pour demander quelque chose. « C'est si évident que ça ?» ai-je demandé, avec un mélange de honte et de soulagement. Pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, oui. Mais je comprends pourquoi toi, tu ne le voyais pas. Quand on est mère, on a toujours envie de croire le meilleur de ses enfants. Lucie est restée encore 1 heure, et notre conversation a été la plus honnête et la plus libératrice que j'ai eue depuis des mois. Elle m'a parlé de ses propres expériences, avec des enfants adultes
qui attendait d'elle qu'elle règle tout, et de la façon dont elle avait appris à poser des limites après être devenue veuve. « Tu sais ce qui m'a le plus aidée ?» a-t-elle dit avant de partir. « Comprendre qu'être une bonne mère ne veut pas dire être une martyre. Tu peux aimer tes enfants sans sacrifier ta dignité pour eux. » Ces mots ont résonné dans mon esprit jusqu'à la banque. Dans le bureau du directeur, nous avons passé en revue tous mes comptes et mis en place de nouvelles mesures de sécurité. J'ai changé tous les mots de passe, activé l'authentification à 2 facteurs et je me suis assuré que seul moi avait accès à toute information financière. Madame Whitlock a demandé le directeur en enregistrant les changements. Puis-je vous demander pourquoi ces changements si drastiques? Avez-vous des inquiétudes particulières en matière de sécurité? Disons simplement que je me rends compte enfin que mon plus grand risque de sécurité financière vit dans ma propre famille, ai-je répondu. Le directeur a hoché la tête avec compréhension. C'est plus courant que vous ne le pensez, madame. Nous voyons beaucoup de cas où des personnes âgées sont exploitées financièrement par des proches. Vous avez eu raison de vous protéger. Après la banque, je suis allée déjeuner seule dans un petit restaurant chaleureux que j'avais toujours eu envie d'essayer, sans jamais m'accorder ce luxe. J'ai commandé le plat le plus cher de la carte, un verre de vin et un dessert. L'addition était de 45 $, moins que ce que Ryan et Dana dépensaient pour une seule tournée de verre lors de leur soirée. En savourant mon déjeuner, j'ai réalisé quelque chose d'important. Cela faisait des années que je n'avais pas pris un repas sans l'angoisse constante de calculer combien ça coûtait, combien je devais mettre de côté pour la prochaine urgence de Ryan, ou si je pouvais me permettre ce petit plaisir personnel. Pour la première fois depuis des années, je mangeais avec un véritable appétit, un véritable plaisir. Le rendez-vous avec M. Coleman, l'avocat, a été révélateur d'une manière que je n'avais pas anticipée. Quand je lui ai expliqué la situation et mon désir de modifier mon testament, il n'a montré aucune surprise. Au contraire, il m'a dit que des cas comme le mien étaient plus fréquents que je ne l'imaginais. « Madame Whitlock », a-t-il dit en relisant mon testament actuel. « Je vois que nous avons rédigé ce document il y a 5 ans. À l'époque, vous aviez désigné votre fils, Ryan, comme unique bénéficiaire de l'ensemble de votre succession. Êtes-vous certaine de vouloir faire des changements importants? » « Absolument certaine, ai-je répondu. En 5 ans, j'ai vu le vrai caractère de mon fils. Il a montré qu'il ne valorisait pas ma générosité. Et franchement, il a déjà dépensé plus de la moitié de son héritage, alors que je suis encore en vie. L'avocat prenait des notes, pendant que je détaillais les 86 000 $ que j'avais documentés, sans compter les années précédentes. Ses sourcils se sont légèrement levés quand j'ai mentionné la somme. « Je comprends votre position », a-t-il dit. « Quel changement envisagez-vous ? » « Je veux diviser mon patrimoine. Une part pour des organisations caritatives qui aident vraiment des personnes dans le besoin, pas des adultes capricieux. Une autre part pour ma sœur Hélène, qui a toujours été indépendante et ne m'a jamais rien demandé. Et pour Ryan, j'ai marqué une pause. Pour Ryan,
juste assez pour montrer que je ne le déshérite pas par malveillance, mais pas assez pour qu'il continue à vivre sans travailler. Avez-vous un pourcentage en tête? 50% pour des œuvres, 30% pour ma sœur et 20% pour Ryan, à condition qu'il ne puisse toucher sa part que s'il démontre une année complète d'indépendance financière totale. L'avocat a esquissé un sourire. Cette dernière condition est intéressante et parfaitement légale. Vous incitez essentiellement à la responsabilité personnelle. Je suis sortie du cabinet avec une profonde satisfaction. Pour la première fois depuis des années, j'avais pris des décisions sur mon avenir qui reflétaient mes valeurs réelles, pas mes peurs ni ma culpabilité maternelle. Quand je suis rentrée, il y avait une voiture inconnue dans mon allée. Une femme plus âgée, élégamment habillée, se tenait sur mon perron. C'était la mère de Dana, Claudia. « Georgia », a-t-elle dit avec un sourire forcé en me voyant arriver. « Bien, tu es là ? Il faut qu'on ait une discussion de femme à femme. » Je l'ai invitée à entrer, plus par curiosité que par politesse. Je voulais entendre la version des faits qu'on lui avait servis. « Écoute, ma chère, » a commencé Claudia une fois assise. « Je sais qu'il y a eu un malentendu hier entre toi et les enfants. Dana m'a tout raconté. Et franchement, je pense que tu exagères la situation. » « J'exagère ?» ai-je demandé. « Eh bien oui. Dana dit qu'elle a fait une remarque que tu as mal interprétée. Et maintenant, tu as pris des mesures très radicales. Annuler les cartes de crédit de ton propre fils, c'est une réaction extrême pour une simple plaisanterie entre femmes. Une simple plaisanterie entre femmes. Il était impressionnant de voir l'histoire évoluer. Non seulement c'était une blague innocente, mais en plus, c'était ma faute de ne pas avoir d'humour. « Claudia, » ai-je dit calmement, « est-ce que tu donnes à ta fille des cartes de crédit illimitées ? Non. Est-ce que tu paies le loyer de ta fille adulte ? Non. Est-ce que tu finances les vacances de ta fille pendant que tu restes seule à la maison ? » Claudia s'est agitée, mal à l'aise. « Georgia, chaque famille gère ses finances différemment. » Exactement. Et j'ai décidé de gérer les miennes différemment à partir de maintenant. Mais pense à Dana et Ryan. Ils sont jeunes. Ils construisent leur avenir. Ils ont besoin de soutien. Ils ont 35 et 32 ans, respectivement. À leur âge, j'avais déjà élevé un fils, travaillé pendant des années et mis de l'argent de côté pour ma vieillesse sans l'aide de mes parents. Les temps étaient différents. Les temps sont différents, c'est vrai. Maintenant, il y a plus d'opportunités, une meilleure éducation, plus d'accès aux prêts bancaires. Il n'y a aucune raison pour que deux adultes instruits ne puissent pas subvenir à leurs besoins. Claudia a changé de stratégie. Georgia, Dana est très bouleversée. Elle a pleuré toute la nuit hier. Elle dit qu'elle t'a toujours vue comme une seconde mère et qu'elle ne comprend pas pourquoi tu la rejettes soudainement. Une seconde mère qui, selon ses propres mots, ne servait qu'à payer les factures.
C'était une blague. Les femmes se plaignent toujours de leur belle-mère. C'est normal. Se plaindre en privé, c'est une chose, Claudia. Humilier quelqu'un devant des invités, c'en est une autre. La conversation a continué une bonne demi-heure. Claudia utilisant tous les outils de manipulation possibles. La culpabilité. Pense à ce que ton fils ressent. La peur. Tu vas finir seul. La honte. Que vont penser les gens? Et même des menaces à peine voilées. Dana a des contacts dans les services sociaux. Finalement, quand elle a compris que rien ne fonctionnait, elle est devenue plus directe. Georgia, je vais être franche avec toi. Dana et Ryan envisagent de demander une aide juridique. Il existe des moyens de faire déclarer une personne mentalement incompétente si elle montre un comportement erratique avec ses finances. Voilà la vraie menace derrière toute la manipulation émotionnelle. Si je ne cédais pas volontairement, ils essaieraient de me retirer le contrôle de mon argent par la force. Claudia, ai-je dit en me levant, je te conseille de consulter un bon avocat avant d'essayer ça. Je sors justement d'un rendez-vous avec le mien, et il m'a assuré qu'une personne qui protège ses finances contre des abus familiaux démontre sa compétence mentale, pas l'inverse. Son expression a changé aussitôt. Elle a compris qu'elle avait abattu ses cartes trop tôt. Je ne voulais pas dire, a-t-elle commencé à se reprendre. Si, tu voulais exactement dire ça, l'ai-je interrompu. Et maintenant que je connais vos intentions, je pense que cette conversation est terminée. Je l'ai raccompagnée à la porte en silence. Avant de partir, elle a dit « Georgia, j'espère que tu vas reconsidérer. Une guerre de famille ne profite à personne. » Il n'y a pas de guerre, Claudia. Il n'y a qu'une femme qui a enfin appris à se respecter. Après son départ, je me suis assise dans mon salon et j'ai réfléchi à ce que je venais d'entendre. Non seulement il comptait intensifier la manipulation émotionnelle, mais ils envisageaient aussi des mesures légales pour reprendre le contrôle de mon argent. Ce soir-là, j'ai appelé M. Coleman et je lui ai parlé de la menace de Claudia. Il m'a rassurée, expliquant que faire déclarer quelqu'un mentalement incompétent exigeait des preuves médicales solides et une procédure juridique longue. Agir de manière responsable avec ses finances personnelles ne constituait pas une preuve d'incompétence. Cependant, il m'a prévenu. Je vous recommande de tout documenter, d'enregistrer les conversations si possible, de conserver les traces de leurs menaces et d'envisager une évaluation psychologique préventive pour prouver votre capacité mentale. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le début de tout ça, j'ai ressenti un peu de peur. Mais ce n'était pas la peur d'avoir fait quelque chose de mal. C'était la peur de jusqu'où il serait prêt à aller pour reprendre le contrôle de mon argent. Mais je ressentais aussi quelque chose de plus fort que la peur. La détermination.
La menace de Claudia m'a tenue éveillée, mais pas de peur, d'une rage froide qui grandissait à chaque heure. Comment osait-il envisager de me faire déclarer incompétente pour protéger mon propre argent? C'était la manipulation ultime. Si on n'obtient pas ce qu'on veut par la persuasion, on tente de retirer à la personne son droit légal de décider de sa propre vie. Le lendemain, samedi, j'ai suivi le conseil de M. Coleman. D'abord, je suis allée dans une clinique privée pour passer une évaluation psychologique complète. La médecin, une professionnelle d'une 50aine d'années, a écouté pendant que je lui expliquais la situation. Madame Whitlock, a-t-elle dit après 2 heures de tests et d'entretien. Laissez-moi être parfaitement claire. Vous faites preuve d'une lucidité mentale exceptionnelle. Reconnaître des schémas d'abus, poser des limites saines et protéger vos ressources financières sont des signes d'un esprit parfaitement compétent. En fait, je dirais même que vous agissez plus rationnellement maintenant qu'à l'époque où vous acceptiez l'abus financier. Elle m'a remis un rapport officiel attestant de ma pleine compétence mentale, daté et scellé. C'était ma police d'assurance contre toute contestation juridique future. En rentrant, j'ai trouvé Lucie dans son jardin. Elle est venue à la clôture, l'air inquiet. Georgia, une femme âgée est passée hier pour poser des questions sur toi. Elle voulait savoir si tu avais agi de façon étrange récemment. Je lui ai dit que tu avais l'air plus heureuse et plus détendue que jamais. Je lui ai raconté la visite de Claudia et sa menace à peine voilée. Lucie a écouté avec une indignation croissante. « C'est incroyable !» s'est-elle exclamée. « Essayer de te faire déclarer incompétente parce que tu ne veux pas donner ton argent, c'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue. Ce qui me dérange le plus, ai-je dit, c'est qu'ils croient vraiment que mon argent leur appartient. Ils ne voient pas ça comme mon patrimoine. Ils voient ça comme leur héritage versé d'avance. Tu sais de quoi tu as besoin, a dit Lucie avec un sourire malicieux. Tu as besoin de sortir et de profiter de ta liberté. C'était quand la dernière fois que tu as fait quelque chose juste parce que tu en avais envie? Elle avait raison. J'avais passé tant d'années à vivre selon les besoins et les exigences des autres que j'avais oublié ce que ça faisait de faire quelque chose simplement pour mon plaisir. Il y a une croisière de 5 jours qui part mercredi prochain, a poursuivi Lucie. Je devais y aller avec ma sœur, mais elle a dû annuler pour des raisons de santé. Tu voudrais venir avec moi? L'idée m'a immédiatement enthousiasmée. Quand avais-je voyagé pour le plaisir pour la dernière fois? Quand avais-je dormi dans un lit qui n'était pas le mien, mangé au restaurant sans faire des calculs, ou simplement me détendre sans l'angoisse de la prochaine crise financière de Ryan? J'adorerais, ai-je répondu sans hésiter. Cet après-midi-là,
nous avons réservé la croisière. 1500 $ par personne pour 5 jours, tout compris. C'était une fraction de ce que j'avais dépensé pour les dernières vacances de Ryan et d'Anna. Mais cette fois, ce serait pour mon propre plaisir. Le dimanche matin, pendant que je réfléchissais à ce que je devais emporter pour la croisière, la sonnette a retenti. C'était Ryan, seul cette fois. Il avait l'air terrible. De profondes cernes sous les yeux, des vêtements froissés, une expression désespérée. « Maman » a-t-il dit d'une voix brisée. « S'il te plaît, il faut qu'on parle, sans Dana, sans cri, juste toi et moi. » Je l'ai laissé entrer, mais je suis restée émotionnellement distante. J'avais déjà appris à reconnaître quand on essayait de me manipuler. « Maman, je suis désespérée » a-t-il commencé. « L'assurance de la voiture est due lundi et je n'ai pas l'argent pour la payer. Si je ne la renouvelle pas, je ne peux pas conduire légalement. Et sans voiture, je ne peux pas aller au travail. » « Combien coûte l'assurance ?» ai-je demandé. 250 $. « Et combien as-tu gagné le mois dernier ?» 3500. Mais quoi, Ryan? Mais on a des dépenses. Le loyer, la nourriture, les charges. Et sur quoi dépensez-vous encore de l'argent? Il est resté silencieux un instant. « Maman, tu ne comprends pas. Vivre coûte cher. » « Vivre coûte cher quand on a un mode de vie qu'on ne peut pas se permettre, » ai-je répondu. « Dis-moi une chose, mon fils. Combien avez-vous dépensé en restaurant le mois dernier ? » « Je ne sais pas, peut-être. » « Et en service de streaming, abonnement de sport, application de livraison ? » « C'est différent, maman. Ce sont des nécessités de base. » Les services de streaming sont des nécessités de base. Dans le monde moderne, oui, on ne peut pas vivre comme un ermite. Voilà le problème fondamental. Ryan croyait sincèrement que les luxes étaient des besoins et que les vrais besoins relevaient de la responsabilité de quelqu'un d'autre. « Ryan, » ai-je dit calmement, « tu as 35 ans, tu as fait des études. Tu as un travail. Pourquoi tu ne peux pas payer une facture d'assurance de 250 $? Parce qu'il ne reste plus d'argent après tout le reste. Alors réduis tout le reste. Ce n'est pas si simple. On ne peut pas couper les dépenses comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi? Il devenait visiblement frustré. Parce qu'on a une vie à maintenir. Une vie que vous ne pouvez pas vous permettre, mais tu as toujours été là pour nous aider. Et voilà la vérité. Il ne demandait pas une aide temporaire. Il revendiquait ce qu'il considérait comme son droit. Dans son esprit, j'étais un élément permanent de sa structure financière, pas une mère qui aidait occasionnellement. Ryan, je vais te poser une question. Et je veux une réponse honnête. Est-ce qu'en 10 ans, tu as déjà fait un vrai budget et essayé de vivre uniquement avec ton salaire? Silence. Est-ce que tu as déjà envisagé de déménager dans un appartement moins cher? Silence. Est-ce que tu as déjà, de toi-même, réduit tes dépenses pour ne pas avoir à me demander de l'argent? Maman, ce sont des questions injustes. Injustes? C'est injuste de demander à un adulte de 35 ans s'il a essayé de vivre selon ses moyens? Tu ne comprends pas la pression qu'on subit
Dana a des attentes. Ses amis vivent d'une certaine façon. On ne peut pas avoir l'air pauvre. Et quand est-ce que tu as considéré que mes attentes et ma pression financière comptaient? Pour la première fois de la conversation, Ryan est resté complètement silencieux. Je voyais dans ses yeux qu'il traitait quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. « Maman », a-t-il fini par dire d'une voix plus douce, « je ne savais pas que tu te sentais sous pression. » Vraiment? Tu ne t'es jamais demandé comment je pouvais payer votre mode de vie pendant que je mangeais des haricots et du riz? Tu ne t'es jamais demandé pourquoi je ne m'achetais jamais de vêtements neufs, mais que j'avais toujours de l'argent pour vos urgences? Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Je croyais que tu aimais nous aider. Je pensais que c'était ta façon de montrer ton amour. Et ça l'était, Ryan. Mais vous avez transformé mon amour en obligation. Vous avez transformé ma générosité en attente. Et finalement, vous avez transformé mon sacrifice en sujet de moquerie. Maman, ce que Dana a dit a été la goutte d'eau, mais le verre se remplissait depuis des années. Ryan a pleuré en silence pendant plusieurs minutes. Quand il a parlé à nouveau, sa voix semblait différente, plus mûre. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ça? Tu peux commencer par payer toi-même ton assurance voiture. Ryan est resté dans mon salon presque 1 heure après notre conversation. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais je voyais que quelque chose avait changé dans son expression. Pour la première fois depuis des années, il semblait vraiment réfléchir à son comportement au lieu de chercher des moyens d'obtenir ce qu'il voulait. Quand il est parti, il a dit « Maman, je vais trouver un moyen de payer l'assurance et on va avoir une discussion sérieuse sur nos dépenses. » Je ne l'ai pas complètement cru, mais au moins, ça ressemblait à un premier pas vers la maturité. Le lundi matin, alors que je préparais ma valise pour ma croisière de mercredi, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Dana, mais son ton était complètement différent de celui des jours précédents. « Georgia », a-t-elle dit d'une voix calme, « je sais que les choses ont été tendues entre nous. Est-ce qu'on pourrait se voir pour un café, sans Ryan, sans drame, juste toutes les deux ?» J'ai accepté, plus par curiosité que par espoir de réconciliation. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près du centre commercial. Dana est arrivée plus simplement habillée que d'habitude, sans les bijoux chers ni les vêtements de créateur qu'elle portait habituellement. Elle avait l'air fatiguée, mais aussi plus humble. « Georgia », a-t-elle commencé après que nous avons commandé, « je veux te présenter des excuses sincères pour ce que j'ai dit la semaine dernière. C'était cruel, irrespectueux et totalement inapproprié. » « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» ai-je demandé directement. Honnêtement, l'humiliation au restaurant. Mais pas seulement ça. Ces derniers jours, j'ai dû affronter la réalité de nos finances sans ton soutien. Et j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Quoi? Qu'on n'a aucune idée de comment vivre selon nos moyens. On a vécu pendant des années comme si on était riche,
parce que tu finançais la différence entre nos revenus et nos dépenses. C'était la première fois que j'entendais Dana faire une réflexion honnête sur leur situation. Hier, a-t-elle continué, Ryan et moi, on s'est assis et on a fait un vrai budget, juste avec nos salaires, sans aucune aide extérieure. Tu sais ce qu'on a découvert? Dis-moi. Qu'on dépense presque le double de ce qu'on gagne. Le double, Georgia. Pas juste un peu plus. Le double. Et toi, tu as toujours couvert la différence. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On va devoir faire des changements drastiques. L'appartement où on vit coûte 1200 par mois. Avec nos salaires cumulés, on devrait payer 800 au maximum. On va devoir déménager. Et Ryan est d'accord? Il a résisté au début, mais quand il a vu les chiffres sur papier, il n'avait pas le choix. On va aussi devoir annuler des abonnements, des services, et changer complètement notre manière de socialiser. Dana a marqué une pause et a bu une gorgée. Georgia, je veux te demander quelque chose. Et s'il te plaît, sois honnête avec moi. Quand est-ce que tu as commencé à ressentir du ressentiment par rapport à notre dépendance financière? La question m'a surprise par sa franchise. Je crois que le ressentiment a grandi peu à peu, mais il s'est cristallisé quand j'ai compris que vous n'attendiez pas seulement mon aide, vous la teniez pour acquise. Quand est-ce que c'était? Quand vous avez arrêté de me demander de l'argent et que vous avez commencé à l'utiliser. Quand les cartes supplémentaires sont devenues normales. Quand mes économies sont devenues votre fonds d'urgence automatique. Dana a hoché la tête, honteuse. Tu as raison. À un moment donné, on a arrêté de te voir comme une personne qui nous aidait et on a commencé à te voir comme une ressource. Exactement. Est-ce qu'il y a un moyen de reconstruire notre relation? A demandé Dana. Je vais être totalement honnête. La relation qu'on avait avant est finie. Cette relation reposait sur une dynamique insoutenable, où je donnais et vous preniez. Si on veut construire quelque chose de nouveau, il faut des fondations complètement différentes. Quelles fondations? Le respect mutuel, l'indépendance financière de votre côté et une relation où ma valeur ne dépend pas de mon utilité économique. Dana est restée silencieuse un long moment. Ça veut dire que tu ne nous aideras plus jamais? Ça veut dire que si un jour vous avez besoin d'une aide réelle dans une vraie urgence, après avoir prouvé que vous savez vivre de façon responsable par vous-même, on pourra envisager quelque chose. Mais ce serait une aide, pas une subvention permanente. Combien de temps on devrait prouver notre indépendance? Ce n'est pas un test avec une date limite, Dana, c'est un changement de vie. Si vous maintenez un budget équilibré, vivez selon vos moyens et construisez votre propre épargne d'urgence, alors vous aurez démontré une maturité financière réelle. Et vos vacances, vos sorties dans des restaurants chers, ce sont des choses que vous devrez gagner avec votre travail, comme la plupart des gens.
Dana avait l'air sincèrement dépassée. « Georgia, je ne suis pas sûre qu'on sache vivre comme ça. » « Alors il est temps d'apprendre. Vous avez de l'éducation, des emplois, des compétences. La seule chose qui vous a manqué, c'est la motivation d'être indépendant. Et si vous échouez, alors vous échouerez en tant qu'adulte responsable, en apprenant de vos erreurs. Mais au moins, vous échouerez en maître de vos décisions, pas en dépendant de quelqu'un d'autre pour résoudre vos problèmes. Nous avons fini nos cafés dans un silence pensif. En nous levant pour partir, Dana m'a dit « Georgia, je sais que ça ne répare pas tout, mais je veux que tu saches que j'ai appris quelque chose d'important cette semaine. » « Quoi ? Que devenir adulte, ce n'est pas seulement avoir l'âge adulte, c'est assumer une responsabilité d'adulte. Et nous, on jouait à être adulte, pendant que toi, tu portais les vraies responsabilités. C'était la réflexion la plus mature que je l'avais jamais entendue faire. Ce soir-là, en finissant de préparer ma valise pour la croisière, je me sentais étrangement en paix. Je n'avais pas perdu une famille. J'avais quitté une dynamique toxique qui nous faisait du mal à tous. Si Ryan et Dana voulaient vraiment changer, ils devraient le prouver par des actes, pas par des mots. Mardi, j'ai reçu un message de Ryan. « Maman, j'ai pris un prêt personnel pour payer l'assurance voiture. J'ai aussi trouvé un appartement moins cher. On déménage le mois prochain. Je voulais te le dire. » Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Un petit pas vers l'indépendance dont ils avaient tant besoin. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sachant que le lendemain, je commencerais ma première vraie aventure personnelle depuis des décennies. La croisière a été une révélation. 5 jours à me réveiller quand je voulais, à manger ce qui me faisait envie et à faire des activités simplement parce qu'elles me procuraient du plaisir. Lucie s'est révélée être la compagne de voyage idéale. Indépendante, drôle et totalement libérée des drames familiaux. Sur le bateau, j'ai rencontré d'autres femmes de mon âge qui avaient vécu des expériences similaires. Lors d'un dîner, une femme prénommée Hélène m'a raconté comment ses 3 enfants adultes avaient vidé son fonds de retraite avant qu'elle ne dise enfin « ça suffit ». Une autre femme, Isabelle, avait découvert que son fils utilisait sa carte de crédit pour jouer en ligne. « Ce qui m'a le plus surprise, » a dit Isabelle en regardant le coucher de soleil depuis le pont, « c'est de réaliser que je n'étais pas la seule. Je pensais que c'était un problème propre à ma famille. Mais il s'avère qu'il y a toute une génération de parents qui ne savent pas dire non à leurs enfants adultes. » Quand je suis rentrée chez moi le dimanche, je me sentais régénérée. 5 jours sans un seul appel demandant de l'argent, sans anxiété financière, sans le poids constant de résoudre les problèmes d'autres personnes. C'était comme me souvenir de qui j'étais avant de devenir la banque de la famille. Il y avait plusieurs messages sur mon répondeur, mais à ma surprise, aucun
n'était une demande désespérée d'argent. Ryan avait appelé 2 fois, simplement pour vérifier que j'étais bien rentrée de mon voyage. Dana avait laissé un court message. « J'espère que tu as aimé ta croisière. On aimerait beaucoup entendre ton expérience quand tu auras le temps. » Le lundi matin, Lucie est passée avec du café et des viennoiseries pour entendre tous les détails du voyage. Alors que nous discutions sur ma terrasse, j'ai vu la voiture de Ryan se garer dans mon allée. Mais cette fois, au lieu de sortir tout de suite et de foncer vers ma porte, il est resté dans la voiture plusieurs minutes. Quand il a enfin sonné, son expression était différente. Il semblait nerveux, mais aussi plus mûr. « Maman, a-t-il dit quand j'ai ouvert, je sais que tu reviens tout juste, mais est-ce qu'on peut parler un moment ?» Je l'ai invité à entrer. Lucie s'est discrètement excusée et est repartie chez elle. « Maman, je voulais te dire ce qu'on a fait cette semaine, » a commencé Ryan. Dana et moi, on a emménagé dans un appartement plus petit. On paie 400 $ de moins de loyer par mois. Et comment tu vis ce changement? Honnêtement, ça a été dur au début. L'appartement est plus petit. Le quartier est moins chic. Mais au bout de quelques jours, j'ai réalisé quelque chose d'important. Quoi? Que je peux dormir tranquille en sachant qu'on paie tout avec notre propre argent. Je n'ai plus cette angoisse constante de ne pas savoir comment on va couvrir les dépenses du mois prochain. C'était la première fois que j'entendais Ryan parler d'anxiété financière de son côté. Je n'avais jamais imaginé qu'il pouvait aussi être stressé par l'insoutenabilité de leur mode de vie. On a aussi annulé les abonnements coûteux à la salle de sport et on s'est inscrit à une salle basique qui coûte 1/5 du prix, a-t-il poursuivi. Et Dana a trouvé un petit boulot le week-end pour générer un revenu supplémentaire. Dana travaille plus? Oui, et c'était son idée. Elle dit qu'elle veut contribuer activement à nos finances, au lieu de gérer de l'argent qui vient d'ailleurs. J'étais surprise d'apprendre que Dana avait pris cette initiative. Maman, je voulais aussi te présenter des excuses officiellement. Pas seulement pour ce qui s'est passé il y a 2 semaines, mais pour toutes ces années. Je ne me rendais pas compte que je te traitais comme un distributeur automatique plutôt que comme ma mère. Qu'est-ce qui t'a fait t'en rendre compte? Quand on a dû faire notre premier vrai budget, j'ai compris que je n'avais aucune idée de combien ça coûtait vraiment de vivre. Toute ma vie d'adulte, j'ai vécu au-dessus de mes moyens parce que tu couvrais la différence. Ryan a marqué une pause et m'a regardé droit dans les yeux. Maman, je veux que tu saches que ces derniers jours ont été les premiers depuis des années où je me sens vraiment adulte. Prendre mes propres décisions, résoudre mes propres problèmes, être responsable de mes propres conséquences. Et ça te fait quoi? Terrifiant, mais aussi libérateur. Je ne savais pas à quel point je portais un poids avant de m'en débarrasser. Un poids. Le poids de savoir, au fond, qu'on n'est pas vraiment indépendant.
le poids de vivre dans un mensonge financier, le poids de savoir que son mode de vie dépend de l'exploitation de la générosité de sa mère. Ces mots m'ont profondément touchée. Pendant des années, j'avais cru être la seule à souffrir dans cette dynamique. Mais il s'avérait que Ryan portait aussi une culpabilité et une anxiété. Maman, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit après tout ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Dis-moi, est-ce que tu crois qu'on pourra un jour avoir une relation normale? Une relation où je suis ton fils qui vient te voir parce qu'il t'aime, pas parce qu'il a besoin de quelque chose. Cette question m'a émue parce qu'elle montrait qu'il comprenait la différence. Ryan, cette relation peut commencer aujourd'hui si tu le veux. J'ai toujours voulu avoir un fils qui me rend visite parce qu'il tient à moi, pas parce que je suis utile. Alors, ça te ferait plaisir si Dana et moi on venait déjeuner dimanche? On apporterait la nourriture, on cuisinerait et on passerait juste du temps ensemble. J'adorerais. Après le départ de Ryan, je suis restée dans mon salon à réfléchir à tout ce qui avait changé en 2 semaines. J'avais perdu mon rôle de sauveuse financière de la famille, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux. Mon respect de moi-même et la possibilité d'une relation authentique avec mon fils. Ce soir-là, j'ai appelé Monsieur Coleman pour lui demander de modifier de nouveau mon testament. Après la conversation avec Ryan, je voulais envisager une approche différente. Au lieu de le punir définitivement, j'ai décidé de créer un testament qui récompensait la maturité démontrée dans le temps. Madame Whitlock, a dit l'avocat, vous envisagez un testament à palier basé sur le comportement. Exactement. Si Ryan démontre une vraie indépendance financière pendant 2 années consécutives, il pourrait recevoir une plus grande part. S'il maintient ce schéma pendant 5 ans, une autre part plus grande. Mais s'il retombe dans ses anciennes habitudes, on revient au plan initial. C'est une structure intelligente. Elle incite à la croissance personnelle à long terme. En raccrochant, j'ai réalisé que, pour la première fois depuis des années, je planifiais mon avenir avec de l'espoir plutôt qu'avec de la peur. L'espoir que mon fils avait vraiment appris et grandi. L'espoir que notre relation pouvait guérir. L'espoir que mes dernières années seraient vécues dans la dignité et le respect. Je suis sortie sur ma terrasse et j'ai regardé les étoiles. Au loin, j'entendais le bruit de la fontaine que j'avais installée dans mon jardin l'année dernière. Un petit luxe que je ne m'étais accordé qu'après des années à douter si je méritais de dépenser cet argent pour moi. Maintenant, je connaissais la réponse. J'avais toujours mérité de me traiter avec la même générosité que j'avais donnée aux autres. Il m'a fallu 68 ans pour apprendre cette leçon, mais je l'avais enfin apprise et je ne l'oublierai plus jamais.
Si vous avez aimé mon histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse écrire plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup d'avance. Et vous, qu'est-ce que vous feriez à la place de cette personne? J'aimerais vraiment connaître votre avis. Alors, dites-le dans les commentaires. Je suis toujours curieuse de savoir ce que vous en pensez. Oh, et dites-moi où vous avez entendu cette histoire. Si vous voulez entendre plus d'histoires de vie comme celle-ci, aimez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Il y en a beaucoup d'autres qui vous attendent. Gros bisous et à la prochaine.